superviseur, formatrice didacticienne, titulaire de l'AEP, validée par l'ARS, elle y tient, sexologue clinicienne, sexothérapeute, corporelle et analytique, fondatrice de l'Institut sexo-corporel, c'est ça? Jean-Yves Desjardins, oui. Oui, voilà, Jean-Yves Desjardins. Rédactrice en chef de la revue Santé sexuelle, chroniqueuse sur les ondes radiophoniques, avec des petits feuilletons thérapeutiques, comment vivre mieux à deux, et également formatrice de séminaires Vivre en amour. Bref, là aussi, tout un programme. Le titre de son intitulé, de son intervention, Couple fusionnel ou responsable de ses affects. Chantal, c'est Isabelle. Isabelle. Chantal. C'est parfait, ça me va bien, parce qu'on passe de la musique à quelque chose de... Ah ouais, ok. Eh bien, bon matin à tous et à toutes. Tout d'abord, je vais vérifier combien de personnes parlent le français. Donc, c'est correct, parfait. Et puis, je voudrais aussi préciser que mon intervention sera pour des raisons grammaticales sous l'angle du mot couple, mais ça sous-entendra le couple hétérosexuel et homosexuel. Parce que pour ma part, quel que soit le mode d'expression de sa sexualité, ce dont je vais parler maintenant, c'est-à-dire de ce que l'on peut éprouver à l'intérieur de soi de par sa propre histoire, touche tous les êtres qui rentrent en amour, qui s'élèvent en amour. Je vais en parler tout à l'heure. Donc, depuis 27 ans, tout d'abord aussi, je vais remercier le staff d'avoir accepté ma communication. Ça me fait bien plaisir de pouvoir parler d'amour et de pouvoir aussi faire un peu, je dirais, l'éloge de nos séminaires Vivre en amour que je accompagne depuis 25 ans, à la fois au Québec, en Suisse. Ils ont existé à Paris, ils existent à Lyon. Et ces séminaires-là, pour moi, vont aller dans le sens de ce que je souhaite pour tout le monde, c'est que l'amour, ça s'éduque. Et d'ailleurs, je vais commencer par une petite phrase que j'ai lue dans le jardin de l'UNESCO, qui m'a interpellée, qui m'a fait sourire. Sur le monument du jardin de l'UNESCO, il est écrit « Signé par la convention créée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ». C'est tout ce que je demande pour que l'amour soit à l'honneur dans notre vie. Et il y a écrit la phrase suivante. C'est parce que les guerres, prenant naissance dans l'esprit des hommes, que doivent être élevées les défenses de la paix. Et moi, je rajoute de l'amour. Et comme je passe après Chantal, j'avais écrit, avant de le lire que je passe après Chantal, j'avais écrit, parce que j'aime bien l'humour, la petite phrase suivante, « Faites et rayonner l'amour, pas la guerre ». Donc ça va très bien. Donc nous sommes dans ce congrès qui normalement est sur l'éloge de l'amour. Et je vais aussi en préambule rajouter que Shakespeare a souvent dit que là où règne le pouvoir, donc vous pouvez y mettre l'ego, ben l'amour est absent. Donc pour moi, on est sur une phase d'humilité pour pouvoir grandir à l'intérieur de soi. Aimer, cela s'apprend. C'est pour ça que cette phrase m'a beaucoup séduite. Ça se développe, je l'enseigne depuis plus de 25 ans. Ne serait-ce pas à l'école, c'est une question, que nous devrions enseigner les règles de la joie d'aimer, du respect de soi, de notre corps et de nos affects. La vie en couple est l'une des plus belles situations pour se connaître et se reconnaître. La relation amoureuse et sexuelle est un terrain fertile pour évoluer. Elle nous reflète notre relation profonde et intime à notre moi, à l'amour de soi-même, M'_AIME. Et oui, aimerions-nous les autres tels que nous avons été aimés, tels que nous avons reçu de l'amour? Être amoureux, n'est-ce pas être fasciné et admiratif de l'autre ou d'une facette de l'autre? Nous verrons tout à l'heure qu'une des facettes de l'autre, je rendrai un petit clin d'œil à Vladimir avec son miroir, parce que je pense que nous sommes évidemment tous miroirs les uns des autres, dans le plus beau comme dans le plus sombre. Aimer, avec un contraste, c'est une des plus belles choses qui puissent nous arriver dans la vie. Il y a différentes façons d'aimer, plusieurs types d'amour, donc je ne les citerai pas là. Notre première histoire d'amour, par contre, a débuté dans le ventre de notre maman et à notre naissance, avec les personnes en lien avec notre évolution, selon notre vécu, voire notre empreinte de naissance. Nos expériences de bien-être ou en mal d'amour nous renvoient souvent à la mémoire
de la réponse ou de la manière dont on a répondu à nos besoins quand nous étions enfants. Être amoureux, être désirant, c'est être en extase, et je rajouterais même en sextase, devant la beauté intérieure et extérieure de ce que nous renvoie notre partenaire. S'élever en amour, différent de tomber en amour, comme mes amis du Québec le disent souvent, c'est un art érotique de chaque jour. Qu'est-ce que cela nécessite? Beaucoup de choses, paradoxalement. Ça nous demande de travailler un maximum, en tout cas d'éléments, pour maintenir un état amoureux. Je choisis donc de mettre l'accent là, parce que je ne peux pas tout dire, sur la conscience de soi, pour cultiver, amplifier, surprendre, grâce à des habiletés de séduction et de communication positives et bienveillantes. Selon le projet qu'on peut avoir en couple, il vaut mieux apprendre à répondre à nos besoins et à nos désirs que de les réprimer, les nier, être sourd à soi-même. Cela s'éduque, comme je viens de le dire, mais je le répéterai encore. Et comme l'a dit Jacques Salomé, souvent on aime l'autre comme on nous l'a enseigné, comme on nous l'a appris, au même titre que l'on est amené à demander, refuser, recevoir et donner, tel que l'on nous l'a appris. Tout se transforme, tout se modifie dans notre cerveau. Et je rajouterai la phrase de Jacques, à qui je rends hommage aussi aujourd'hui. Si tu n'acceptes pas de t'aimer, il te sera difficile de recevoir l'amour de l'autre. C'est très facile à dire tout ça, mais c'est pas si facile à vivre. Même si souvent on peut être avec un partenaire qui nous fait beaucoup de compliments, c'est pas toujours facile de s'en nourrir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie en couple est une des plus belles situations pour naître à soi-même, se connaître, se reconnaître, tout en admirant les facettes de l'autre qui nous ont fait vibrer pour grandir le plus souvent dans nos différences. Pour moi, l'art d'être en couple, c'est d'aimer la différence de l'autre. C'est de là d'où naît la véritable complémentarité érotique. J'espère avoir le temps de vous dire que pour moi, c'est une harmonie, une composition entre notre capacité d'être avec notre féminin et notre masculin à l'intérieur de soi. L'amour se vit dans le corps, c'est notre meilleur compagnon. Cerveau-corps, corps-cerveau sont pour moi données indissociables, comme nous l'a enseigné Jean-Yves Desjardins. Vibrer la joie d'aimer, le ressentir, le percevoir, a un effet biochimique. Cela augmente la sécrétion de la sérotonine, de la dopamine. S'embrasser, ça stimule l'ocytocine. Cela augmente les sécrétions donc hormonales, ce qui favorise et contribue à l'attirance, au rapprochement. Comme si le corps et les corps étaient aimantés, s'entrelaçaient, se nourrissaient. Ressentir, percevoir la vie. Le début d'une vie amoureuse est toujours idyllique, pleine de fascination, de fantaisie, de créativité, d'admiration. Les conflits sont généralement peu fréquents. Ils peuvent augmenter avec les années, bien que certains couples vivent sans conflit. Il y a moins de peps parfois. On n'est pas obligé de se taper dessus non plus pour avoir du peps, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Mais ils peuvent augmenter donc les conflits avec les années. La routine crée une usure perceptive et parfois beaucoup de frustration. Seule la parole peut atténuer cela. Mon rôle de psychopraticienne, c'est clair, est d'aider à reformuler et à rejoindre chacun avec toute la plus grande bienveillance et empathie dans ce que chacun éprouve pour consolider la base, le fondement même de la relation. Cependant, ça serait trop facile si la vie de couple était un long fleuve tranquille. Certaines choses, au fur et à mesure du temps, peuvent refaire surface et c'est à ça que je veux arriver. Tout à coup, certaines blessures peuvent remonter et évidemment, chaque rencontre dans la vie peut être un gage de connaissance de soi, de rencontre avec soi-même, d'être plus intime avec soi-même. Si j'ai le temps, je parlerai d'un petit cas clinique tout à l'heure, il y en aura un plus grand qui s'en vient. Alors cela m'amène à parler des difficultés dans le couple, celles qui permettent de croître, de pouvoir grandir ensemble, celles qui nous permettent aussi d'entendre en soi nos déceptions, nos frustrations. Que faire avec ça? Alors comme dit Jean-Paul Sartre, il a écrit « Ce n'est pas tant ce que l'on m'a fait, que ce que j'en fais. » Et moi, j'aime beaucoup ce que Jung nous a appris. Tout ce que je ne regarde pas en moi se rejoue sous forme de destin. Effectivement, on peut se rendre compte que certaines personnes vont de rencontre en rencontre sans jamais pouvoir établir de relation parce que c'est extrêmement difficile pour elles, selon un scénario de vie, d'engager quelque chose pour elles dans la vie, de s'engager lié à des blessures personnelles que je vais vous décrire tout de suite. Alors évidemment, c'est une des solutions
comme je le disais tout à l'heure, c'est ou de rester dans des relations de rencontre, donc assez superficielles, ou de rentrer dans une relation plus affirmée, où là, on prend le risque de mieux se rencontrer, d'être plus en contact avec son intimité, d'être plus aussi donc acteur et responsable. Donc pour moi, une des solutions pour pallier aux problèmes de couple, de fusion, de dépendance affective et de tout ce qu'on peut imaginer de violence, c'est d'être 100% responsable de soi dans la vie, en tout cas être en chemin, d'être acteur de soi-même, M''AIME, et d'arroser ce que l'on aime dans la vie et non pas ce qui nous rend hostile ou qui nous amène à vivre des reproches. C'est dans ce sens-là que je vais vous amener mon cas clinique. Donc, il est vrai qu'on porte des empreintes et que c'est parfois là que l'on retrouve des insatisfactions liées à nos blessures. Et pour ça, je vais amener très rapidement, parce que j'aimerais parler de mon cas clinique, comme j'ai, comme tout le monde, beaucoup de choses à dire. Je vais parler et m'inspirer, en rendant hommage là aussi à quelqu'un d'important, qui a été important pour moi dans ma vie, c'est de Guy Corneau, qui a établi la présomption suivante: si la dynamique de l'enfance venait à se répéter dans la vie de couple, c'est souvent pour 3 raisons. Et une des premières, c'est souvent la relation avec le sexe opposé du parent que s'est construit un modèle ou contre-modèle, et c'est souvent ce qui s'est reproduit avec notre partenaire. 3 typologies de manière succincte. Si vous vous êtes senti en sécurité en tant qu'enfant, vous allez devenir un partenaire sécurisant pour l'autre. Si vous avez vécu avec des parents très occupés, centrés sur leur vie personnelle, conjugale, professionnelle, socioculturelle, alors on a un petit risque d'avoir ressenti une blessure de rejet ou d'abandon. Cela donne parfois la rencontre miroir d'un partenaire qui va venir nous piquer là où il faut pour sentir notre blessure, qui lui-même ou elle-même pourra avoir vécu une blessure de rejet ou d'abandon. C'est ce qui va créer dans le couple la relation de fusion-défusion, avec une grande peur, voire une angoisse d'être abandonné, parce que c'est ce qui, la fusion et la diffusion et la peur d'être abandonné, créent en partie la dépendance affective. Si vous avez vécu avec des parents très froids, distants, peu admiratifs, peu tendres, peu démonstratifs, cela peut amener un conflit intérieur, d'avoir l'impression de ne pas être désiré, pas aimé. Et tout ça peut avoir des conséquences dans notre vie d'adulte qui fait qu'on peut avoir peur de l'engagement, de l'intimité, de la proximité et ou, à l'inverse, d'être surprotecteur et de donner à l'autre ce que l'on n'a pas reçu. Il y a une petite phrase qui me vient, c'est que lorsqu'on ne va pas à l'intérieur de soi, nous allons en manque à l'extérieur de soi. Les couples fuyants qui sont nés très souvent de difficultés liées à leur histoire, leur modèle parental, et je n'accuse aucun parent. Je suis de l'école d'être dans la gratitude d'avoir les parents que j'ai eus, parce que c'est grâce à ça que je suis ce que je suis, si je suis actrice de ma vie et que j'élève mon âme vers ce qui sera juste pour moi, parce que je suis comme tout le monde, un maillon d'une chaîne venu juste déposer quelque chose pour remplir une mission. Donc, je vais donner l'exemple d'un homme qui est dans cet exemple de couple fuyant qui a attiré à lui, en miroir, des femmes dépendantes. Et souvent, les couples dans ce modèle-là ne restent pas souvent ensemble parce que ça devient, comme on dit au Québec, des couples colleux. C'est un monsieur qui me raconte brièvement sa vie, qui est dans des rencontres perpétuelles et qui en est fier et qui est heureux d'être libre, dit-il, pas de problème. Et je me demandais quel était au final son problème. Simplement, il est venu, je pense, déposer la conscience que tout à coup il a d'une part, il rejouait un scénario de sa vie, donc je dirais dans sa mémoire d'enfant, il rejouait un scénario de ce qu'il a eu en modèle, c'est-à-dire un papa seul, qui butinait de ci, de là, et ça ne lui a donc pas donné de conforter dans l'idée de pouvoir être un homme engagé, impliqué, pouvoir
pouvant créer sa propre famille. Et par ailleurs, c'est un homme qui est venu aussi, je pense, prendre conscience qu'il était très hostile, très dans la vengeance, entre guillemets, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, par rapport aux femmes. Donc, il n'a attiré dans sa vie que des couples, des femmes colleuses, et lui était un fuyant. Parce que lorsqu'on a du mal à entrer en contact avec soi, à l'intérieur de soi, d'entendre des émotions difficiles, d'entendre des blessures de fond, bien évidemment, on est amené à fuir. Je voudrais aussi vous parler de Nathalie. Nathalie est une femme qui est mariée depuis 18 ans. Tout allait très bien dans son couple. Et son homme a été muté à l'étranger, ce qui fait qu'elle s'est retrouvée pendant 3 années à éduquer 3 enfants seuls et à vivre le plus souvent dans une grande solitude. Elle est venue me voir parce qu'elle a eu à un moment donné des grandes angoisses, je dis bien des angoisses, d'abandon, alors que dans la réalité, son homme ne l'a pas abandonnée. Son homme était à distance, en décalage horaire, ce qui a créé des difficultés de lien de communication. Donc, dans sa perception à elle s'est sentie abandonnée. Donc, ce que j'ai pu mettre en place, c'est d'abord de vérifier quelle était sa demande, quel était son besoin. Est-ce que c'était de se rapprocher de son homme ou est-ce que c'était de pouvoir juste déposer des sentiments désagréables ou est-ce que c'était de comprendre et de faire avec sa blessure de fond? Donc, elle a accepté d'être dans le travail, de comprendre et d'évoluer avec sa blessure de fond, qui est une blessure d'abandon, que je vais expliquer en 2 mots par le fait que, comme tout se rejoue un jour dans sa vie, c'est la fille de parents qui se sont séparés au même âge qu'elle, dans les mêmes temps. Son papa a quitté sa maman pendant 3 ans. Elle a été élevée seule par sa maman, donc elle a revécu quelque part l'abandon qu'elle a ressenti lorsque son papa l'a quittée. Ça, c'est pour ce qui concerne son histoire de fille 2. Je reviens à son histoire de femme 2, et je l'ai plus orientée vers cela, c'était aussi sa demande, puisque les manifestations cliniques de son comportement avec son homme ont été d'être dans le refus de communiquer et d'aller vers lui. Donc, il n'y avait plus d'élan amoureux quand il revenait. Il n'y avait plus d'élan sexuel, il n'y avait plus de possibilité d'intimité. Ça a été son moyen à elle de faire comprendre qu'elle était contre cette mutation, contre cette distance. Mais ça ne résolvait rien dans la mesure où son mari ne comprenait absolument pas ce qui se passait, alors que lui était content de revenir. Donc, toutes ces manifestations-là ont été aussi améliorées dans une communication et relation en couple, où j'ai permis à monsieur de comprendre le scénario de vie de madame, ce qui lui a permis lui aussi de comprendre qu'au final, il n'était pas forcément adéquat et correct dans sa manière de l'entreprendre, puisqu'il entretenait le rejet avec elle, par simplement le fait de ne pas entendre sa demande d'être rassuré, d'être conforté, d'être tendressé quand il revenait. C'est un monsieur qui était carriériste, il a plus, comme son père à lui, il a plus fait passer sa carrière que sa vie personnelle, relationnelle, amoureuse et sexuelle. Ça a été aussi l'objet de tout un travail dans notre thérapie de couple et en individuel. Voilà. Eh bien, écoutez, après alors l'avoir amené sur des pistes de croissance dans le comment vivre aujourd'hui avec sa blessure, eh bien, je l'ai amené à réapprendre des habiletés de communication bienveillante et positive, de réapprendre la séduction, de réapprendre à entreprendre son homme. Mais ça a été possible parce qu'elle a pris conscience qu'en vivant cette blessure d'abandon, elle s'est abandonnée elle-même en tant que femme. Elle s'est abandonnée elle-même en tant que sujet et acteur de sa vie. Et ça a été vraiment grandiose pour elle et pour son homme. C'est sûr que j'aurais beaucoup de choses à dire dans le comment, puisque c'est en améliorant cette capacité d'érotiser la distance, d'érotiser l'attente, c'est tout ce qu'on apprend en sexologie. C'est là que ça l'a ramené à pouvoir imaginer le meilleur, de se visualiser dans le meilleur, de pouvoir agrémenter l'attente, l'enrichir de sentiments agréables et non pas hostiles. Et je terminerai, puisque je dois respecter le temps, ce qui laissera une possibilité. C'est grâce, je pense, vraiment à nous tous, en thérapeute, de l'empathie du thérapeute, ça j'insiste beaucoup, à avoir cette compassion, cette bienveillance, de respecter le rythme de la personne, de la respecter dans ce qu'elle a à vivre, à ressentir, de respecter et de mettre des mots
des mots justes pour que son inconscient entende que c'est correct. Il y a cette facette-là d'elle. Eh bien, on a tous en nous des mémoires de souffrance et on fait avec, on compose avec. Et je crois que c'est important de rester humble par rapport à ça. En tout cas, elle a retrouvé le goût d'embellir son corps, de cesser toute expression, je l'ai dit, de mot d'hostilité. Et je terminerai par une phrase, par le fait que la colère, pour moi, c'est une expression d'un manque d'amour de soi. C'est une expression qui maintient la distance, qui maintient l'hostilité, mais qui maintient aussi un lien d'attachement, mais dans la négativité. Donc moi, ce qui m'a intéressée, d'aller chercher l'amour derrière, parce que c'est ça qu'elle cherchait. C'est comment faire avec tout ce que je revis, tout ce que je ressens. Donc il y a des temps où on dépose, mais il y a des temps, bon bref. Et elle a pris conscience qu'au final, elle attendait effectivement dans sa vie d'adulte, elle a pris conscience de sa blessure d'enfant, état du moi enfant. Mais elle a pris conscience que dans sa vie d'adulte, elle avait aussi des attentes, que son mari la nourrisse, la sécurise, comble ses besoins. Et aujourd'hui, elle a pris en charge cette facette-là d'elle. Ça va beaucoup mieux, ce qui fait que lorsque le couple se retrouve, ben ils sont, lui aussi ayant travaillé sur sa blessure de rejet, ils sont beaucoup plus en congruence, en cohérence, en harmonie. Alors, une chose qui me tient beaucoup à cœur, de dire avant de partir, ouais, aimer, peut-être qu'aimer, serait prendre soin de la solitude de l'autre, sans jamais prétendre la connaître, ni la combler. Je nous souhaite à tous de co-créer nos couples, de maintenir, consolider l'harmonie entre notre masculin et notre féminin. C'est ce qui stimule et organise notre deux cerveaux et ce qui fait taire notre cerveau reptilien. Je vous remercie. La complémentarité érotique se vit à deux. Merci. Oh, merci.